7h40. Le Zoom Info sur Europe 1, ça chauffe aux Antilles depuis maintenant, j'allais dire 10 jours depuis le déclenchement des hostilités en Guadeloupe, mais en réalité la crise couvre depuis des mois, depuis au moins cet été. Que se passe-t-il en Guadeloupe? Que se passe-t-il en Martinique? Les points communs, les différences aussi sur les situations de ces deux bouts de la France périphérique, la vraie en l'occurrence, puisqu'on parle des Outre-mer. Ça s'envenime notamment en Martinique à ce 3e jour de grève générale. Thibaut de Montbrial, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Patrick Caram également. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président d'honneur du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. C'est un peu le lobby ultramarin, si je puis dire, à Paris. Je l'ai créé en 2014 avec Victor Lurel. Je suis sarkozyste. J'ai été délégué interministériel de Sarkozy et lui pendant était la crise ministre. En 2009, hein, en et j'ai été effectivement en poste pendant la crise de 2009. J'étais en première ligne pendant cette époque-là. Le seul membre qui représentait le gouvernement qu'on entendait à cette époque-là, c'était moi. Voilà. Et j'étais évidemment j'allais dire un fer de lance pour à la fois engager le dialogue avec les populations sur place, parce qu'il fallait écouter ces populations. Le problème, c'est qu'on a mis du temps, je le dis, je le reconnais, on a fait une erreur, pas moi, parce que moi j'ai alerté depuis le début, mais on a fait une erreur en prenant le temps de ne pas dialoguer. Alors, on n'a pas tout de suite dialogué avec les populations. S'il y a eu rétex, comme on dit, retour d'expérience sur la crise de 2009 par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant cela, messieurs, je vous propose de rejoindre notre correspondant, j'allais dire, notre reporter à Pointe-à-Pitre. Bonjour Mathieu Bock. Oui, bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes en direct sur Europe 1. C'est la nuit, elle est actuellement à Pointe-à-Pitre où vous êtes, il est 3h40. Semble-t-il, la nuit, Mathieu, a été plus calme que les jours précédents, hein. Oui, pour l'instant, c'est calme. Pour tout vous dire, je me trouve dans un hôtel à la Marina, donc c'est assez central, c'est près de la rocade qui sillonne un peu la Guadeloupe. Pas de bruit de sirène, pas de coups de feu, pas de policiers ou d'ambulances qui sont sortis pour le moment. On est en période de couvre-feu, donc c'est compliqué de se rendre sur le terrain, même en pleine nuit. Donc pour l'instant, on se dirige vers une nuit plutôt calme. On verra au petit matin à la levée du jour. Mathieu... On pourra vraiment un peu se promener. Peut-être qu'il y a des endroits en Basse-Terre, par exemple, où c'était un peu plus compliqué ces derniers jours. On verra. Mathieu, on sait que ce mouvement part de l'obligation vaccinale, de l'opposition au pass sanitaire également, mais on sait qu'il y a plus aussi derrière cette crise, ce qui explique sa virulence, hein. Oui, en fait, c'est un peu ce qui a... je ne vais pas dire surpris, mais c'est vrai qu'on a changé de thème assez rapidement. L'obligation vaccinale, c'est quelque chose qui a été pris très au sérieux ici tout de suite. Les anti-vaccins se sont manifestés très tôt, très vite. Ils ont été assez radicaux. Ça, c'est des problèmes qui ont été posés au CHU pendant assez longtemps, puis c'est encore le cas. Et très vite, il y a des revendications qui sortaient de 2009, qui revenaient de 2009. La vie chère, le sentiment d'être mal considéré depuis l'Hexagone, le sentiment qu'on ne comprend pas vraiment les problèmes qu'on peut avoir ici sur la vie chère, sur le chômage, sur le déclassement des jeunes. Beaucoup de jeunes sont obligés de partir, hein. Ils quittent leur île à regret, évidemment, et puis ils reviennent pas forcément, ou ils reviennent quand ils ont une vraie situation. Une fois qu'ils sont installés vers 40, 50 ans. Mais tout ça, c'est une jeunesse qui quitte l'île. C'est l'afflux sanguin de l'île qui quitte l'archipel. Et c'est vrai que ce sont des revendications qui ont surgi. Et je le dis parce que j'étais ici en 2009 et je me souviens très bien de Monsieur Caram. On a l'impression d'entendre des mots et d'entendre des phrases qu'on avait entendues en 2009. Alors je sais pas, on peut pas dire que rien n'a été fait, mais ce sont des fois c'est assez frappant. On a l'impression que rien n'a bougé, non, mais en tout cas, la vision qu'ont les Guadeloupéens de la situation est sensiblement la même. Merci Mathieu, vous restez avec nous. On sera tout à l'heure à Fort-de-France avec Florin Ossu qui nous racontera ce qui s'est passé cette nuit notamment, où on voit qu'on a l'impression que la tension s'est comme déplacée de 120 km de Guadeloupe vers la Martinique. Mais d'abord Thibaut de Montbrial, question sur la réponse aujourd'hui des autorités. Beaucoup signalent le manque de visibilité de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, dans cette crise depuis qu'elle a éclaté il y a des jours. On lit un petit peu partout dans la presse des journalistes qui sont présents sur place que les forces de l'ordre notamment sont assez peu visibles. Comment vous regardez, vous, la gestion par le pouvoir de cette crise pour l'heure ?
Je reviens pas sur tout ce qui vient d'être dit, mais qu'il faut conserver à l'esprit pour comprendre aussi ma réponse. C'est une situation qui est hautement inflammable, des tensions sociales très fortes, une jeunesse désœuvrée, une criminalité qui a toujours été très élevée dans ces deux départements. C'est un des endroits en France où il y a le plus d'armes à feu par habitant. C'est un des endroits où il y a le plus de crimes et de délits commis avec des armes, notamment de tirs d'armes contre les forces de sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que il est manifeste que le gouvernement, pour l'instant, essaye d'éviter d'aller au contact sur le terrain pour éviter un embrasement insurrectionnel et pour éviter que des gens ne soient tués. Et on n'en est pas passé très loin ces derniers jours. Il y a des rapports qui font état de énormément de coups de feu tirés. Alors on ne sait pas très bien s'ils sont vers le ciel ou vers les gendarmes, mais ça tient à un fil. Et je pense que le gouvernement, pour l'instant, évite d'aller au contact, de faire dégager les barrages, etc., précisément pour ne pas rompre ce fil. Patrick Caram, il y a quelque chose qui est assez frappant, qui ressort aussi des comptes rendus des reporters, c'est que évidemment il y a la crise sociale, il y a les problèmes de pauvreté, d'emploi, d'accès à l'eau, le chlordécone, le traumatisme du chlordécone. On sait que 90% des Guadeloupéens ont aujourd'hui des problèmes de santé à cause de cela. Et puis il y a cette autre couche qui est aujourd'hui appréhendée avec une certaine gêne. Quand on lit par exemple dans le Parisien ce matin le récit de ce soignant métropolitain qui s'est fait étrangler pour s'être interposé entre une femme et un casseur bloqueur qui s'en prenait à elle devant l'hôpital, et on lui a dit: dégage d'ici, sale blanc, retourne chez toi, va voter Macron, t'as pas la bonne couleur. Là, quand même, on se pose des questions. Y a-t-il une volonté sécessionniste, indépendantiste, latente, comme ça, en Guadeloupe ou en Martinique? Chaque fois que la question indépendantiste a été posée, elle a été résolue par le non. Souvenez-vous, en 2009, après la crise, Victorin Lurel, qui avait très fermement tenu les rênes de la Guadeloupe et affiché son soutien total à la République, il a été réélu président de région, il a été élu de manière massive. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la question de l'indépendance, c'est la question des problèmes non traités. Vous ne pouvez pas me dire que les crises sociales se répètent et s'accélèrent. 2009, la Guadeloupe, mais vous avez eu entre-temps d'autres crises. Allez, on va parler des dernières crises. 2017, la Guyane. Vous avez fait les gros titres sur la Guyane. Mayotte, 2018. La Réunion dans la foulée. Et là, aujourd'hui, on revient sur la Guadeloupe et la Martinique. C'est qu'il y a aussi. La Nouvelle-Calédonie, c'est une autre problématique. C'est la question de l'indépendance ou pas. Et là, je peux vous dire, ça va pas être une partie de plaisir pour le ministre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des crises sociales à répétition. Il y a une crise identitaire qui s'est créée sur cette crise sociale. Quand vous avez 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage sans rien, quand vous savez qu'une grande partie de l'élite formée est obligée de partir, toute cette jeunesse qui part, la Guadeloupe est en décroissance démographique. La Guadeloupe ne se renouvelle pas. C'est 20 000 habitants perdus en 20 ans. Hein. De paupérisation le plus élevé que la Seine-Saint-Denis, et qu'on voit des plans qu'il faut faire sur nos banlieues, mais qu'on ne les voit pas revenir sur les Outre-mer. Vous pouvez vous poser des questions. Moi, je vous raconte juste 2 anecdotes. Je suis allé en juillet chez mon père. En juillet, 1 jour sur 3, il avait de l'eau. 1 jour sur 3, en pleine crise Covid, pour se laver. Deuxièmement, donc il fallait remplir des bouteilles quand on avait l'eau, et puis se laver, faire la cuisine avec les bouteilles. De l'eau contaminée par les chlordécones. Vous avez bien fait de le rappeler. Nous sommes, y compris moi, nous sommes contaminés par la chlordécone, nous l'avons dans le sang, et ça occasionne de multiples troubles, dont des cancers de la prostate. Mon père a eu un cancer de la prostate, des amis l'ont eu, j'ai eu des morts parmi mes proches de cancer de la prostate. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une situation dans nos outre-mer qui doivent interpeller le pouvoir public. Nous avons le court terme, il faudra régler cette crise, mais nous avons aussi le long terme. Il faut que ça serve de déclic. Il faut que ça serve de déclic pour reconstruire un nouveau pacte avec nos outre-mer. Sur cette anecdote que vous avez rappelée, qui figure dans l'article du Parisien ce matin... Qu'on ne peut pas accuser d'être un journal particulièrement branché sur les questions identitaires. Je pense que quand les choses se crispent, l'inconscient identitaire remonte toujours à la surface, mais il faut faire très attention parce que les soignants, et notamment les soignants d'origine métropolitaine, sont victimes d'agressions parfois très graves. Quand on regarde sur Twitter les témoignages de gens qui sont sur place, on se rend compte d'un phénomène qui est en train d'apparaître et qui pourrait à long terme coûter très très cher à la Guadeloupe, à la Martinique. C'est que des gens qui viennent de métropole pour travailler, pour aider, pour soigner, etc., sont en train de dire, puisque c'est comme ça, on va les laisser.
et on va rentrer en métropole et ils vont se débrouiller. Et si ça dure trop longtemps, le risque c'est qu'à moyen terme, tous les gens qui concourent au bon fonctionnement de ces départements, en concourant au service public, en aient ras-le-bol et pour leur sécurité personnelle et pour celle de leur famille, décident de ne plus aller travailler là-bas et les conséquences seraient à moyen terme désastreuses pour les Guadeloupéens. Sur ça. Il faut qu'on marque une pause, Patrick Caron. Non mais pardon, le racisme effectivement est absolument inacceptable. Je vous rappelle qu'il est condamné par l'immense majorité de la population. Oui, il y a des racistes. Oui, mais chaque fois que ça apparaît sur les réseaux sociaux, les Guadeloupéens le dénoncent. Il faut l'entendre. Il faut entendre qu'aujourd'hui, ce sont des minorités qui agissent. Ce qu'il faut, c'est que ces minorités ne finissent pas par devenir des majorités. On marque une courte pause et on ira faire un tour à Fort-de-France, rejoindre Florent Ossu qui nous racontera la nuit pour le moins mouvementée que viennent de passer les Martiniquais. À tout de suite.